Une légende, Quincy. Bonjour Quincy Jones. Bonjour. 50 ans, Montreux Jazz. 50 ans de vie, 50 ans d'amour, 50 ans de musique. D'amour avec ce festival, Quincy. Oh oui, et avec la France. C'est ce que je dis toujours. La France a toujours aidé à développer le jazz depuis Congo Square à la Nouvelle-Orléans. La France a toujours été aux côtés du jazz. Tant de souvenirs, Miles Davis, tous ceux qui se sont produits dans ce festival. Oh mon Dieu, oui, ça remonte tout ça, ça remonte. Est-ce que vous avez vu Keep on Keeping On, le film? Eh bien, avec Clark, Miles et moi-même, j'avais 12 ans à Seattle et avec Count Basie. Et Count Basie avait perdu de l'argent, il ne pouvait pas se payer de big band. Et donc, avec Dexter Gordon, avec Clark Terry, avec Miles, tout le monde s'est réuni à Seattle. Miles Davis nous a rejoints plus tard et ensuite il y a eu notre pianiste, le pianiste japonais, et Justin Kaufman. Dieu a un sacré sens de l'humour. C'est extraordinaire parce que votre vie, Quincy, ça a été des rencontres. D'abord, il y a eu Ray Charles, gamin. J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré. Et j'ai passé toute ma vie à ses côtés. Et vous savez, il voyait avant. Il vivait en Floride, à Jacksonville. Il s'était gratté l'œil quand il avait 6 ans. Et ça s'est infecté. Il avait eu la varicelle ou quelque chose comme ça. Il s'est gratté et ça s'est infecté. Et il est allé dans un hôpital pour blancs, on l'a pas laissé rentrer. Et le temps qu'il arrive dans un hôpital pour noirs, il était aveugle. Et il a dit à un ami que quand il aurait assez d'argent, $600, il s'en irait aussi vite que possible de Jacksonville. C'est comme ça qu'il a atterri à Seattle. C'est là qu'on s'est rencontrés. À cette époque, donc dans les années 40, il jouait du piano. Il chantait comme Charles Brown, comme Nat Cole, et il jouait comme Charlie Parker. Et il s'est lancé dans le gospel. Et ça a été une vraie révolution. Les légendes de la musique. Vous vous souvenez de ces chansons? Et évidemment, on pourrait parler de Duke Ellington. Ça a été votre passion, un coup de cœur. Oui. Et vous savez, en 58, Clark Terry, qui m'avait enseigné la trompette quand j'avais 12 ans, eh bien, il a quitté le groupe de Duke Ellington et il m'a rejoint à Paris. Et ça, je ne pouvais pas le croire. Il a rejoint mon groupe. Il n'y a pas mieux. Intégrer l'orchestre. On ne peut pas avoir mieux que ça. J'étais tellement heureux, tellement surpris, et j'y croyais pas. Avec Phil Woods, on avait les meilleurs musiciens et on était troisième après Ellington et Basie. Mais c'était la fin de l'ère des big bands. Mais je voulais pas abandonner tout ça, donc je suis resté avec le groupe. On était 33 personnes pendant 10 mois en Europe. On était affamés et j'ai perdu tellement d'argent que j'ai mis 7 ans à tout rembourser. J'ai dû aller travailler dans une maison de disques et mettre une cravate tous les matins. Dizzy Gillespie, intégrer l'orchestre de Dizzy. Mais j'étais à New York, j'essayais de m'en sortir. J'avais 20, 21 ans. Et George Avakian m'a envoyé une maquette d'un chanteur de 17 ans de San Francisco. Et il fallait que je fasse les arrangements. Un super chanteur. Et j'étais au milieu de ce travail quand Dizzy est venu me voir et m'a dit qu'il voulait que je sois le directeur musical du groupe. Et c'était donc dans un orchestre philharmonique et il fallait que je dirige l'orchestre, les répétitions, jouer l'hymne national. Et puis on est parti en tournée dans le Moyen-Orient, en Iran, donc Téhéran, à Bagdad, à Fallujah, à Kirkouk, dans tout l'Irak, au Pakistan. On était à Damas aussi, c'était incroyable. Et donc j'ai dit à Avakian que j'aimais beaucoup ce chanteur, mais que c'était pas un chanteur de jazz pour moi, et qu'il fallait que je lâche tout pour rejoindre le roi, Dizzy. Et on est revenu après
à New York, et l'album de ce chanteur n'a pas très bien marché, et Mitch Miller a appelé ce chanteur et lui a donné une seconde chance avec Johnny Memphis. Et on m'a dit, tu nous as abandonnés pour Dizzy Gillespie? Et j'ai dit, bah oui. Ce qui est incroyable aussi, Quincy, dans votre vie, c'est la France, c'est Eddie Barclay. C'est l'orchestre d'Eddie Barclay et les rencontres avec Henri Salvador, Boris Vian. Stéphane Grappelli, Henri Salvador, Boris Vian. Michel Legrand, j'ai fait le premier arrangement. Il avait étudié le piano avec Nadia Boulanger. Et d'ailleurs, Jacques Demy voulait que je fasse la musique du film Lola avec Anouk Aimée, qui avait 19 ans. Entre-temps, avec mon groupe, on était repartis aux États-Unis et le producteur était parti avec tout notre argent. Et donc, j'ai dit à Jacques Demy que je ne pouvais plus le faire, mais que je connaissais quelqu'un, et Legrand a fait un super boulot, donc il a fait la musique de Lola et ensuite la musique des Parapluies de Cherbourg avec Catherine Deneuve. Eddie Barclay, Henri Salvador, Saint-Tropez, c'était la joie. Ramatuelle. C'est pour ça qu'on était chez lui. Eddie, il a inventé Saint-Tropez. C'était la fête, Quincy, c'était la fête. Tous les jours. Avec de la nourriture, du vin, excellent. Et c'était une des meilleures tables. J'ai rencontré Paul Bocuse, Drago, Roger Verger, il y avait l'auberge du Père Bise. C'est pour ça que j'étais aussi gros d'ailleurs. Après, j'ai arrêté de boire et puis j'ai pu perdre du poids, donc j'ai continué à perdre du poids. C'est une légende, votre vie, Quincy. Évidemment, produire Thriller, produire The Wall de Michael Jackson, ça c'était complètement inattendu. Un pied de nez à la musique disco, hein? Oui, c'est vrai. Exactement. C'était notre objectif. Parce que vous savez, le disco c'est basé sur 4 temps avec la grosse caisse. Mais Basie l'avait déjà fait dans les années 30. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme l'argot, vous savez. Mais vous savez, c'est incroyable parce que la France a toujours été là. Toujours. J'ai joué à l'Olympia, à Paris, avec Nat Cole, avec les Platters. C'était vraiment incroyable. Avec André Audière, on a écrit énormément de chansons, on a tout fait ensemble. Et c'était un homme extraordinaire et tellement drôle. Et j'allais à Bandol aussi, un domaine de rosé. Il y a tellement de bonnes choses. Le petit poisson. On était les rois du monde. Le combat pour la liberté des Noirs aux États-Unis, ça a toujours été aussi quelque chose de très important pour vous, Quincy. Quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est un combat renouvelé. Oui, c'est vrai, c'est une question sociale et culturelle à la fois. Il y a une composante sociale aussi. Et c'est pour cela que j'ai toujours été surpris par comment on a pu trouver les noms bebop, doo-wop et hip-hop. Ce sont des styles musicaux totalement différents. Et le doo-wop a apparu parce que le jazz était trop sophistiqué. Il échappait à beaucoup de gens. Les gens ne le comprenaient pas. Ils voulaient du folk, du rhythm and blues. Sonny Hill, les Orioles par exemple. C'est une histoire fantastique d'ailleurs. Et notre plus gros problème aux États-Unis, c'est qu'avec l'Allemagne, on est les seuls pays à ne pas avoir de ministère de la Culture. Jack Lang, on n'a pas ça. Entre les jeux vidéo et les films, sans ministère de la Culture, eh bien c'est un des plus gros problèmes. Les jeunes dans les quartiers noirs s'entretuent chaque semaine. Et à plus forte raison aujourd'hui, à Chicago. Moi, je viens de Chicago. Et c'est une des villes où il y a le plus d'homicides aux États-Unis.
Il y a un disque ici, Quincy. Ce disque-là, c'est la joie, c'est l'espoir. Soul Bossa Nova, c'est ce que vous avez joué ici pour les 50 ans du Montreux Jazz. C'est le bonheur de mélanger toutes les musiques, l'Amérique du Sud, inventer la musique de demain, l'Afrique, le jazz, toutes les musiques, finalement, pour chanter le monde. Depuis que je suis très jeune, on m'a toujours dit qu'il fallait s'investir complètement dans tous les styles musicaux. Et en une seule nuit, on pouvait jouer de la pop, d'autres styles de musique. Et au départ, par exemple, on pouvait jouer pour des blancs dans des tennis clubs avec des nœuds papillons. Et puis plus tard dans la soirée, on allait au rocking chair. C'était un club social, c'était une discothèque assez sale, il y avait des stripteaseuses, on descendait, on jouait de tout, on jouait de la musique de striptease, on jouait du rhythm and blues pour des bar mitzvahs, des bat mitzvahs, Sousa, Debussy, et c'était une super formation pour un jeune, on s'ouvrait à tous les styles musicaux, et tout ça avec 12 notes. Et on essayait de sonner comme du bebop. Mais Ray Charles nous a dit non, il ne faut pas respecter les personnalités de chaque style musical. Et Duke Ellington disait la même chose. Il disait que ce qu'il fallait faire, c'était décompartimenter la musique. Et j'ai produit We Love You Madly. Vous l'avez déjà vu, c'était ma première production pour la télé. Et Duke Ellington est mort peu après. Il m'a laissé une leçon. Il me disait abat les barrières musicales et aime chaque catégorie. C'est pour ça que j'ai produit Michael Jackson. Et les critiques de jazz m'ont assassiné, m'ont dit que j'étais un traître. Mais je ne l'ai pas fait pour la gloire ou pour l'argent. Je l'ai fait parce que ça me faisait du bien. Et le mois dernier, Thriller a atteint 110 millions d'albums vendus. Ça commence à faire beaucoup d'albums. Et on a toujours fait ça avec le cœur. Merci beaucoup. Merci, mon plaisir. Thank you. Quel bonheur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. À très vite. Merci.